Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les vraies voix de la politique, c'est jusqu'à 20h avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès de l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Iridium. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe. Frédéric Sinclair est avec nous, politologue, auteur de ce livre La refondation de la droite aux éditions Salvator. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Vous m'entendez bien. Parfait. Bonsoir à vous. Et avec vous, évidemment, au 0826 300 300 pour réagir et débattre avec nos vraies voix de la politique. Ce soir, évidemment, il va être question de ce conflit en Ukraine. La campagne présidentielle bouleversée par cette guerre qui se déroule en Ukraine. Emmanuel Macron, très occupé par la crise internationale. Son meeting à Marseille, prévu samedi, est annulé. Les candidats ont modifié leurs agendas, leurs thèmes de campagne, même côté sondage. Tiens, dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, eh bien, Emmanuel Macron gagne 2 points, il est donc à 27%. La guerre en Ukraine qui renforce Emmanuel Macron et puis qui affaiblit certains candidats. Alors on ne parle pas de Valérie Pécresse qui stagnait depuis quelques semaines, mais par exemple d'Éric Zemmour qui perd 1,5 point. La guerre en Ukraine va-t-elle profiter à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va se déclarer candidat cette semaine comme c'était prévu? Tiens, vous votez sur les réseaux sociaux sur cette question, hein, la guerre en Ukraine va-t-elle profiter à Emmanuel Macron? Et puis vous nous appelez 0826 300 300, j'attends vos réactions. Tiens, Nicolas Corato, finalement le grand gagnant de cette guerre en Ukraine, je parle de notre élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron? Alors, il y a un phénomène naturel qui est que lorsqu'une crise majeure apparaît, notamment lorsque la paix ou la guerre menace, le président de la République en exercice prend des points. C'était le cas lors des attentats en 2015. Lors des attentats en 2015, ça a été le cas pour les plus âgés d'entre nous lors de la guerre du Golfe, sous Mitterrand. Tout ça est assez naturel. Et puis il y a ceux qui perdent des points. Ceux qui perdent des points, c'est ceux qui ont posé les mauvais diagnostics sur l'état de la nation ou sur l'état des dangers qui menaçaient la nation. Il y a des gens qui, depuis 6 mois, n'arrêtent pas de dire qu'il y a une guerre de civilisation et que cette guerre de civilisation est menée par l'islam. Très bien. Mais c'est pas l'islam aujourd'hui qui menace la paix en Europe. Aujourd'hui, c'est un État qui s'appelle la Russie, qui n'est pas un État musulman. Ou alors, j'ai pas suivi complètement tous mes cours de géographie et d'histoire. Il y a ceux qui vous disent, depuis des mois, que l'Europe n'est pas la solution, mais le problème. Et puis on voit aujourd'hui que, d'une certaine manière, heureusement que l'Europe répond. Et heureusement qu'elle répond unie. Bref, il y a tous ceux qui se sont trompés de diagnostic sur les vrais dangers qui menaçaient la puissance militaire. Il y a ceux qui vous expliquaient que le problème chez Loukachenko, c'était pas Loukachenko en Biélorussie, c'était les migrants qu'il massait à la frontière et qui étaient en train d'envahir l'Europe. Sauf que le problème, c'est pas les migrants, c'est Loukachenko et c'est Vladimir Poutine. Donc, on arrive finalement, peut-être, mais parce que l'histoire est tragique, elle l'est toujours, à un moment de vérité. Et peut-être que ce moment de vérité arrive au bon moment pour les Français. C'est-à-dire au moment de se dire, est-ce que les diagnostics et l'histoire qu'on nous raconte correspond au monde réel dans lequel nous vivons? Le monde réel dans lequel nous vivons, c'est un monde où la géopolitique a repris sa place, où la guerre est de nouveau une réalité, y compris pour les Européens, et où les vrais défis ne sont pas ceux de vaines luttes identitaires, mais de vrais sujets géopolitiques, environnementaux et énergétiques. Voilà le sujet qui est posé aujourd'hui, et voilà ce qui peut-être rebat les cartes de la présidentielle. Alors, soyons plus concrets sur les mauvais constats, les mauvais diagnostics. Bien sûr, vous pointez du doigt Éric Zemmour, par exemple. Éric Zemmour, Marine Le Pen, et je vais vous dire... Pécresse aussi qui a parlé du grand remplacement. Et je vais vous dire, même dans mon propre camp, d'une certaine manière, alors que je voterai certainement pour lui, Jean-Luc Mélenchon, qui, je trouve, devrait aussi faire son aggiornamento sur la vision qu'il a des relations internationales par rapport à ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire un bloc qui nous agresse et qui est agressif vis-à-vis de l'intégralité du monde, qui s'appelle la Russie. Frédéric Sinclair. Donc moi, je vais dire 2 choses. La première, c'est que concernant les candidats d'opposition qui ont été cités, cher Philippe, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, j'aurais tendance à dire que celui qui, de loin, a la pensée politique et géopolitique la plus structurée est Jean-Luc Mélenchon. Et je regrette amèrement qu'ils aient cédé tous les 3, et surtout lui, à la pression médiatique. Je regrette qu'il soit revenu sur
les positions qu'ils ont prises en faveur d'un dialogue avec la Russie dans les mois qui ont passé et qu'ils aient cédé à la pression de la pensée dominante qui consiste aujourd'hui à faire de Vladimir Poutine un ogre qui aurait un espèce d'autoritaire, d'autocrate belliqueux et irrationnel qui menacerait le monde de façon nucléaire et qui l'aurait conduit au bord du gouffre. Donc, la lecture que je fais... C'est ce qu'il est un peu en train de faire, Vladimir Poutine, Frédéric Sinclair. Non. Ah bon? Non, il n'y a pas un spécialiste des relations internationales qui valide ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est leur interprétation, mais il se trouve qu'il a quand même menacé. Pas un, non mais pas un. C'est-à-dire que j'ai entendu avec un grand plaisir Dominique de Villepin, pour lequel j'ai travaillé il y a quelques années en tant que conseiller à l'Élysée, vous m'y voyez déjà, à Matignon, et j'ai entendu avec le même plaisir Hubert Védrine, qui était dans l'autre bord, puisque il était ministre de Lionel Jospin. Honnêtement, l'analyse était commune. Faute politique et historique de Poutine, bien évidemment, de Vladimir Poutine, bien évidemment. Mais quoi? Mais premièrement, l'Ukraine n'est pas en Europe. L'Ukraine n'est pas en Europe. Non. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Oui. On pose le diagnostic, puisqu'il s'agissait de poser un diagnostic. Ce pays n'est pas dans l'OTAN, ce pays n'est pas dans l'Union européenne. Deuxièmement, ce qui pose problème, c'est un problème de frontières. On le connaît, ce problème de frontières, puisque Minsk 1 et Minsk 2 ont été élaborés par le précédent président et l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en 2014, à 6 mois d'intervalle, ou à 4 mois d'intervalle, justement pour essayer de régler cette question du Donetsk et du Louhansk, c'est-à-dire deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine qui sont globalement rattachées intellectuellement à la Russie et qui ne veulent pas participer à l'élan vers l'Ouest du reste de l'Ukraine. Donc on a un problème de frontière intra-Ukraine et Jean-Luc Mélenchon a parfaitement fait, il y a une semaine de ça, parfaitement fait l'analyse. Il a dit deux questions à poser. Un, la question de la frontière. Deux, que veulent les Ukrainiens, que veulent les Russes? Et il aurait dû en rester là. Son analyse était parfaitement juste. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron a instrumentalisé le débat pour essayer de pousser son agenda européiste en faveur d'une Europe fédérale qui serait favorable à un budget commun, à une armée commune et qui pourrait s'impliquer non pas sur les problèmes européens, mais sur les problèmes dont l'Europe aurait envie de se charger dans le reste du monde, c'est-à-dire une politique atlantiste, impérialiste, comme le fait les États-Unis de Biden à la tête de l'OTAN, qui recommence à se mêler des affaires qui ne la regardent pas. C'est-à-dire que selon vous, l'Europe n'est pas du tout en danger, tout ça va se terminer par des négociations, au revoir, et dans quelques semaines, tout rentre dans l'ordre. C'est ça, hein, si je veux résumer vulgairement. Mais moi, je peux pas... On négocie déjà. C'est vrai qu'on a négocié aujourd'hui. Nicolas Corato. La manière dont j'appréhendais le sujet, c'était pas celle... Et vous êtes beaucoup mieux placé que moi et plus brillant que moi sur ce sujet des relations internationales, de l'impact que ça a sur la campagne présidentielle. Le sujet, c'est pas tant le fond que ce que ça montre sur la forme. C'est-à-dire que je disais, et je mettais Jean-Luc Mélenchon à la part, que ça montrait bien qu'un certain nombre de candidats qui sont sur le devant de la scène depuis 6 mois se sont trompés de sujet. C'est-à-dire que l'actualité géopolitique, l'actualité qui concerne l'ensemble de notre population, voire même l'ensemble de la population européenne, quel que soit ce qu'on pense de l'Union européenne, n'était pas, le sujet de l'identité, n'était pas le sujet du grand remplacement qui est une aberration complotiste, n'était pas le sujet d'une soi-disant invasion musulmane. C'était simplement le sujet de savoir quel était le rôle de l'Europe et quelle était la place de l'Europe et quels étaient les risques que couraient l'Europe et les citoyens européens et notamment les citoyens français par rapport à ce qui se passait notamment en Russie. Et ça, pardonnez-moi, mais quand on est candidat à la candidature suprême de chef de l'État, on ne peut pas ignorer les problématiques géopolitiques. Le sujet de l'Ukraine, c'est pas un sujet nouveau. Le sujet de Vladimir Poutine et de son autorité qui menace le reste du monde, c'est pas un sujet nouveau. C'est-à-dire que moi, ce qui m'interpelle énormément, et ça fait plusieurs semaines qu'on se le dit, que les médias, en France notamment, et en France particulièrement,
ont très très peu pris de place sur le sujet ukrainien, préférant, on a plus parlé des hijabeuses, pardonnez-moi, pendant 15 jours, que de ce qui se passait en Ukraine. C'est très intéressant, donc ça doit nous interroger sur la manière dont on produit le débat présidentiel. Pardonnez-moi, moi j'aurais voulu entendre beaucoup plus tôt Éric Zemmour et Marine Le Pen se prononcer sur Vladimir Poutine. J'aurais aimé savoir exactement comment ils évaluaient le risque que fait poser quelqu'un comme Vladimir Poutine sur la paix en Europe et sur la paix en France. Voilà un vrai sujet. Ce sujet, ils l'ont occulté, mais nous l'avons occulté de la même manière. Alors c'est vrai que dans tous les pays, alors aux États-Unis évidemment, même dans les autres pays d'Europe, on ouvrait il y a 3 semaines sur la crise en Ukraine, pas en France. Ça c'est vrai. C'est vrai, Frédéric Sinclair. Tiens, je vous demande d'accueillir Alain qui nous appelle du Gers au 0826 300 300. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors dites-nous, Alain, qu'est-ce que vous en pensez et tiens, essayez de répondre à la question que l'on pose sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que ce conflit en Ukraine peut faire les bonnes affaires du chef de l'État Emmanuel Macron ? Je dirais que c'est un conflit, c'est toujours dérangeant. Surtout pour les petites gens, que ce soit les pauvres Russes qui vont attaquer et les Ukrainiens qui en souffrent. Au-delà de ça, on diabolise, on monte ça en épingle, c'est vrai que c'est catastrophique, mais je repense à Saddam Hussein, je repense à la Libye, voilà, ça interpelle. Politiquement, sur l'impact sur la France, je dirais que pour Macron, j'ai l'impression, j'apprécie pas sa gestion, que ce soit de la crise sanitaire ou que ce soit de la politique internationale. C'est vrai que je suis plus adepte du discours de Mélenchon, des positions. Je trouve que c'est plus, comment dire, ça s'approche plus d'une réalité. Après, c'est vrai que Macron a l'impression d'une cour avec des médias qui suivent comme sous Louis XVI, qui suivent tous unis dans un sens. Et ça me dérange un peu. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, le fond du problème, de toute façon, pour la campagne, il n'est pas abordé, que ce soit le problème des Français. Voilà. On est, comme disait votre interlocuteur tout à l'heure, en parlant du grand remplacement, ça me fait sourire. Je veux dire, voilà, on est loin. C'est vrai qu'il y a un thème de campagne qui a dominé pendant de longues semaines, c'est voilà le grand remplacement. Oui, c'est vrai. En même temps, Éric Zemmour était invité partout, donc c'est lui qui donnait le tempo. Mais votre interlocuteur, votre auditeur a raison, c'est un faux thème. C'était pas le thème dont voulaient débattre les Français. Pardon, mais c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui, parce que finalement, pendant 2 ans, avec le Covid, on a vécu, allez, disons le mot, dans une économie de guerre, avec des conséquences concrètes sur la vie des gens. Et puis là, on va se prolonger dans une nouvelle économie, d'une nouvelle guerre, d'une nouvelle guerre économique, et je ne l'espère pas, peut-être conventionnelle, voire nucléaire. Voilà ce qui nous menace aujourd'hui. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on maintient un niveau de vie, un modèle social, un modèle démocratique, un modèle libéral dans une économie qui devient systématiquement, culturellement, une économie de guerre. Pour répondre à la question, Frédéric Sinclair, concrètement, comment ça va se passer ? Alors, le meeting de Marseille est annulé, on comprend bien pourquoi, évidemment. Est-ce qu'il va se déclarer cette semaine, selon vous, Emmanuel Macron ? Il n'est pas obligé. Est-ce qu'il peut le faire par voie de communiqué ? Est-ce que s'il ne fait pas de meeting, il va quand même faire des réunions pour répondre aux attentes des Français ? Ou alors est-ce que la crise internationale va prendre tout son emploi du temps et il ne pourra parler que de la crise et du conflit en Ukraine, Frédéric Sinclair ? Je vais répéter très brièvement ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes en train de faire du sujet ukrainien, qui est un non-sujet, qui ne touche pas les Français et qui ne les touchera pas. On aurait eu le général de Gaulle à l'Élysée, il aurait dit cette guerre, comme il l'a déjà dit à l'époque en 1946, ces guerres ne sont pas nos guerres. Donc, Emmanuel Macron veut se mêler de ce qui ne le regarde pas. Il a un intérêt. J'ai parlé de l'intérêt européen. Enfin, Poutine a menacé l'OTAN quand même. On fait partie de l'OTAN. Il nous menace en quelque sorte. On fait partie de l'OTAN. Et l'Ukraine, c'est à 2 heures de vol de la France. On se sent un peu concerné quand même, non ?
Mais vous pouvez aussi vous sentir concerné par des guerres qui se passent à 6, 8 ou 10 heures de vol de la France. C'est pas le sujet. Je dis juste qu'à partir du moment où on dit que le grand remplacement, que les questions identitaires, que les questions d'immigration et que tout un tas d'autres questions sont des sujets annexes, j'ai du mal à comprendre comment la question ukrainienne d'une guerre qui se passe à 2500 km de chez nous pourrait être un sujet central pour notre campagne présidentielle. Mais parce que Frédéric, aujourd'hui, qui est-ce qui condamne et qui menace la France et personne. La civilisation française, si vous parlez par la civilisation française? Qui est-ce qui menace concrètement aujourd'hui la civilisation française? Poutine? Poutine ou les hijabeuses? Mais personne. C'est pas le sujet. Encore une fois, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Emmanuel Macron. Donc c'est Emmanuel Macron qui menace la civilisation française. Non, le sujet, c'est Emmanuel Macron. Oui, la question, le conflit peut-il profiter à Macron? Oui, c'est ça le sujet de ce soir. Et donc, analyser la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est comprendre jusqu'à où il peut arriver à utiliser cet engouement médiatique qui est normal. C'est-à-dire que la couverture médiatique d'une guerre qui se passe sur le sol européen, même si ce n'est pas stricto sensu dans l'Union européenne, que la couverture médiatique soit massive, ça on peut le comprendre. Mais ce n'est pas de ça dont on débat ce soir. On débat de la façon dont Emmanuel Macron instrumentalise cette couverture médiatique. Vous avez remarqué par exemple que les conseils de défense en période Covid, on n'a jamais eu une caméra qui rentrait dedans. Là, ça fait déjà 2 fois qu'on voit la caméra rentrer. Emmanuel Macron commençait à parler, donner des instructions aux uns et aux autres. Il y a une mise en scène du chef de guerre, il y a une mise en scène du chef d'État qui fait partie. C'est vrai que c'est de la communication. Ça, c'est vrai, Nicolas Corato. Du mal. Donc vous voyez bien qu'il y a une stratégie. Cette stratégie va la pousser pendant à peu près 15 jours encore. Nicolas Corato, juste parce que c'est intéressant quand même ce que dit Frédéric Sinclair. Effectivement, il n'a pas tort et je les ai vus ces images. Quand même. L'image d'Emmanuel Macron, chef de guerre au Conseil de défense, qui détaille sa stratégie. On n'en avait vu pas au sein du Conseil de la défense, mais quand même on en avait vu au moment du Covid. Mais pardonnez-moi, mais on est en pleine mesure de guerre psychologique. C'est-à-dire que chaque nation agite sa propagande et ses mesures aussi. Enfin, la guerre, elle est aussi en termes d'image, elle est aussi en termes de communication, donc elle est en termes de symboles. Donc on ne va pas reprocher au président français de ne pas utiliser parfois les mêmes méthodes que par exemple Vladimir Poutine en termes d'image et de communication. Chacun a le droit... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'elles ne sont pas destinées uniquement à la campagne présidentielle. Pas uniquement. Et par ailleurs, pardonnez-moi de le dire, mais nous sommes dans une situation qui est une situation... moi, je pense que l'histoire est tragique, donc je suis certainement moins optimiste que Frédéric Sinclair. Je pense qu'il y a... Dans le conflit. Ce qui est en train de se passer en Ukraine, pardonnez-moi, concerne tous les Européens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut intégrer l'Ukraine à l'Union européenne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller jusqu'au bout de la visée d'Emmanuel Macron par rapport à l'Ukraine. Je dis simplement qu'on ne peut pas minimiser ce qui se passe aux portes de l'Europe et qui nous concerne tous. Que quand un président de la Fédération de Russie nous explique qu'il relève effectivement sa défense, notamment de dissuasion nucléaire, à un niveau impensé et irréalisé depuis la chute du mur de Berlin, oui, il y a quelque chose qui se passe en Europe et qui nous concerne tous. Oui, la situation est extraordinaire. Et oui, dans ces cas-là, mais c'est pas de notre faute et c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Il se trouve que ça tombe en pleine élection présidentielle. Mais moi, je ne suis pas complotiste jusqu'à l'idée de me dire qu'Emmanuel Macron a tout imaginé pour que ça arrive pile poil au moment où il devrait se représenter. Ce type est certainement très brillant, mais pas au point de dire à Vladimir Poutine « déclare ta guerre nucléaire au moment où je dois me représenter ». Non, il faut arrêter avec ça. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il joue son rôle de chef de l'État. C'est pas quelqu'un dont je partage toutes les idées politiques, loin de là, mais je trouve qu'il joue son rôle et que, à un moment, nous, notre responsabilité de citoyen, dans ces cas-là, quand effectivement les situations sont extraordinaires, eh ben on se range. On se range parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, pardonnez-moi, que de savoir effectivement comment on va répondre. Allez, on va s'arrêter quelques minutes, un court instant. Dans un instant sur Sud Radio, on reviendra sur cette déclaration d'Éric Zemmour, toujours dans le cadre du conflit en Ukraine, qui désigne l'OTAN responsable de cette guerre et qui même se refuse à accueillir des réfugiés. Est-ce que les propos d'Éric Zemmour vous choquent? 0826 300 300. On en débat dans un petit instant avec Nicolas Corato et Frédéric Sinclair. À tout de suite.
Retour des vraies voix sur Sud Radio, les vraies voix de la politique avec Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République, avec le politologue Frédéric Sinclair. Écoutez cette déclaration d'Éric Zemmour, il était interrogé sur la guerre en Ukraine et la responsabilité de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine qui est coupable d'avoir agressé l'Ukraine, et il y a des responsables dont les Français, dont les Allemands, dont les Américains, qui n'ont pas fait respecter, comme je le disais tout à l'heure, les accords de Minsk et qui n'ont cessé d'étendre l'OTAN. Le coupable, c'est Poutine. Oui, c'est mon avis. Les responsables, c'est l'OTAN qui n'a cessé de s'étendre. Alors sur cette phrase, on reviendra dans un instant sur ce qu'il a rajouté, je vous le dis parce qu'on l'entend pas. Il faut refuser, la France doit refuser d'accueillir les réfugiés ou alors plutôt d'aider la Pologne à accueillir ces mêmes réfugiés. On va y revenir dans quelques instants, mais juste sur l'OTAN responsable selon Éric Zemmour. J'aimerais avoir votre avis, Frédéric Sinclair. Oui, c'est pas l'avis d'Éric Zemmour, hein, c'est l'avis d'un certain nombre de géopolitologues. J'écoutais cet après-midi encore Alexandre Delval que j'apprécie beaucoup et qui expliquait, et c'est pas le seul, hein, Hubert Védrine a pris des positions assez proches, Dominique de Villepin aussi, en disant que sans parler de responsabilité de l'OTAN, il y a bien évidemment une volonté états-unienne d'étendre la surface, la superficie de l'OTAN et de tourner et d'encercler la Russie, ouais. Mais plus que ça, de tourner des missiles en direction de la Russie, alors que la Russie demande depuis plus de 20 ans à ce que ça soit chaque pays qui se protège lui-même et non pas qui aille poster des missiles offensifs et des antimissiles aux frontières des pays tiers, ce qui peut s'entendre. Nicolas Corato. Bon, vous posiez la question d'Éric Zemmour et de l'analyse d'Éric Zemmour. Je pense qu'on peut arrêter de commenter les analyses d'Éric Zemmour, qui sont fausses depuis qu'il nous parle. C'est-à-dire Éric Zemmour a historiquement faux et politiquement faux. Éric Zemmour qui est candidat et qui séduit à peu près 14-15% idéologiquement de ceux qui sont inscrits malhonnêtes. Ouais. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour devrait nous expliquer, je veux bien qu'il porte la responsabilité sur l'OTAN, sur Macron, sur tout ce qu'il veut, mais Éric Zemmour devrait nous expliquer comment et pourquoi il a été l'un des plus fervents soutiens ces 10 dernières années de Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que Éric Zemmour a fait la propagande de Vladimir Poutine en France? Pourquoi Éric Zemmour a pris Vladimir Poutine comme un modèle de chef d'État que la France devrait s'attribuer, un modèle patriote, voire même qu'il devrait être lui-même. Ouais. Donc, je veux dire, Éric Zemmour aujourd'hui est complètement disqualifié pour donner des leçons à qui que ce soit en matière de politique internationale. Ensuite, il y a la question géopolitique. Bon, moi encore une fois, je suis pas le meilleur spécialiste du sujet, donc je vais être très humble là-dessus. Je constate une seule chose, c'est qu'en Ukraine, sauf erreur de ma part, il n'y a pas un soldat de l'OTAN. Je constate que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Je constate que aujourd'hui, les soldats étrangers qui sont sur le territoire ukrainien sont des soldats russes. Que les chars sont russes, que les avions sont russes, que les pertes civiles sont ukrainiennes. Donc, je veux bien qu'on m'explique que l'OTAN est responsable de tout cela, que nous avons trop poussé nos pions depuis des années et que nous avons, d'une certaine manière, poussé Vladimir Poutine à l'irresponsabilité. Mais enfin, qui est irresponsable? Qui passe la frontière? Qui menace? Qui agresse? Qui est l'acte de guerre? Qui est celui qui commet la guerre en termes de droit international? Et je me tourne vers Frédéric qui connaît ça beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce qui justifie l'acte de guerre de Vladimir Poutine? Quelle est l'agression dont il a été victime qui justifierait qu'à un moment son armée, pour défendre son territoire, passe la frontière ukrainienne? Moi, j'aimerais bien savoir ce qui justifie ça. Alors Frédéric Sinclair, tiens, vous pouvez répondre à Nicolas Corato qui vous a interpellé. La réponse, on pourra développer longtemps là-dessus, mais en 2 mots, pour faire très court, la réponse, c'est la reconnaissance des 2 républiques en fait autoproclamées. Donc c'est tout l'enjeu des accords de Minsk, c'est de donner une autonomie politique à ces républiques. Elle était préalable à cette autonomie, à ces élections, une démilitarisation. C'est parce que l'Ukraine n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec la Russie sur la démilitarisation effective que les élections n'ont jamais eu lieu. Et donc Vladimir Poutine a pris comme décision de les reconnaître néanmoins. Et c'est ça l'appel à l'aide, entre guillemets, de ces 2 républiques qui a justifié, de son point de vue,
qui a justifié l'entrée des troupes russes en Ukraine. On est bien d'accord que on est sur quelque chose de très fragile, mais d'un point de vue de la légitimité, j'allais dire, les étapes ont été franchies de façon raisonnable, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'un coup un franchissement de la frontière et une violation de la souveraineté ukrainienne. Il y a d'abord eu une volonté par Vladimir Poutine de reconnaître les républiques et dire elles m'appellent à l'aide et donc je viens. Du point de vue des Européens, des Occidentaux et des accords de Minsk, c'est inacceptable parce qu'il y a une intégrité du territoire ukrainien qui ne devait pas être violée et donc c'est contestable et donc il y a des sanctions qui sont prises. Donc je suis c'est un stratège aussi, Vladimir Poutine. On ne l'imaginait pas comme ça envahir l'Ukraine du jour au lendemain. Évidemment qu'il a un peu scénarisé son intervention. Frédéric, j'entends ce que vous dites et je veux bien continuer ce raisonnement sur l'absurde avec vous, mais il y a un principe en droit international, je ne suis pas le plus grand spécialiste, qui s'appelle la proportionnalité. Je veux bien qu'on parle, pourquoi pas, des républiques soi-disant indépendantes de l'Est de l'Ukraine. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que des troupes russes attaquent Kiev, attaquent des villes, y compris dans le sud de l'Ukraine, à des centaines de kilomètres de ces fameux territoires qui sont en conflit international? Qu'est-ce qui justifie qu'un État, parce qu'il aurait une revendication territoriale sur quelques régions de l'Est d'un pays, attaque l'intégralité du pays? En quoi est-ce que l'Ukraine menace la sécurité russe? C'est le vrai sujet en termes de droit international. Donc moi, je veux bien qu'on place toujours les choses en termes de droit international, mais plaçons-les totalement, globalement. L'Ukraine n'a jamais agressé la Russie. Jamais. L'Ukraine n'a jamais agressé la Russie. Tiens, juste pour finir, il nous reste 1 minute 30. Allez, Frédéric Sinclair, est-ce qu'on doit accueillir les réfugiés? La France doit-elle accueillir les réfugiés ou pas? Alors moi, je vais pas vous ukrainien. En tout cas, je peux vous analyser la position de Zemmour, qui pour lui ce qui est une aberration, c'est-à-dire de dire premièrement, on va accueillir encore plus de réfugiés alors qu'on est déjà submergé par ce qu'on a déjà, et deuxièmement, on ne peut pas faire voyager 2500 km à des personnes qui ont vocation à rentrer chez elles, donc accueillons-les, oui, mais au plus près de la frontière, sachant que dans l'ouest de l'Ukraine, il n'y a pas de combat, et donc que c'est des zones qui sont globalement sécurisées, c'est-à-dire qu'ils ne valident pas une possible extension de la guerre à la Roumanie, à la Moldavie et aux Pays-Baltes. Il dit accueillons les réfugiés dans ces zones-là et aidons-les financièrement. Ouais, Nicolas. Pour répondre à Éric Zemmour, je dirais faisons le choix de la civilisation, notre civilisation, et donc faisons le choix de l'humanité. Ça nous coûte rien d'accueillir quelques centaines de réfugiés afghans, faisons la même chose sur les réfugiés ukrainiens. J'ai aucun problème, enfin, ça s'appelle le droit d'asile et les Ukrainiens aujourd'hui fuient leur pays pour de très très bonnes raisons et nous avons de très très bonnes raisons de les accueillir. C'est aussi notre obligation d'humain. Ouais. Merci messieurs, merci Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite aux éditions Salvator. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République et puis auteur de ce livre, Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle. C'est aux éditions Iridium. Restez avec nous dans un instant. C'est le Loft Musique, voilà, de 20h à 21h avec Yvan Cujous qui reçoit Sophie Tapi.